bienvenue dans le magazine des grandes lignes. Un dernier retour en arrière dans cette édition sur le parcours de cet artiste qui nous a quittés ce 10 février 2025, Ismet Ganti. Nous vous proposons, pour cette dernière manche, une succession de 3 rencontres avec le maestro, enregistrées à différents moments relativement récents. Certaines narrations d'origine seront préservées pour une mise en contexte. Ismet Ganti était cet artiste aux multiples facettes, poète, écrivain, plasticien, musicien. C'est dire qu'il portait plusieurs autres casquettes que son célèbre chapeau noir. En 2020, il publiait, grâce au soutien du National Arts Fund, Early Drawings, un livre rassemblant ses dessins réalisés au cours de plusieurs décennies. Un rappel que malgré son penchant pour le conceptuel, Ismet Ganti maîtrisait parfaitement le trait, fondement même de l'art. Nous l'avions rencontré alors à Maison Ganti, Cascadel, pour un long échange autour de ce livre et autour de l'importance du dessin. Alors, c'est à plusieurs volets, bien sûr. Ça a été fait dans le contexte des projets parrainés par le National Arts Fund, donc c'est le premier, et c'est mon premier livre en tant que tel. Maintenant, qu'est-ce que ça raconte sur l'artiste? Rien. C'est une boutade. Moi, pas envie de causer au moi, moi, envie de causer mon travail. Il faut que le travail soit vu, que le travail soit diffusé, et qu'il y ait un portant d'intérêt. Pas parce qu'il est mon travail, parce qu'il y a un travail d'artiste. Dans un paysage contemporain, où le dessin reste souvent en arrière-plan par rapport à la peinture, cette publication présente le parti pris original de valoriser cette discipline propre à tout artiste. Un dessin pouvant définitivement moins cher qu'un tableau à l'huile ou acrylique ou whatever. Donc, ben marchand, et ceux qui ont l'esprit marchand, préfèrent vendre ce qui est plus cher. Tout ben artiste dessinait avant. C'est pas parce qu'un dessin est un dessin préparatoire, c'est un croquis, qu'il est moins bien qu'un dessin fini ou un tableau fini. Donc, le croquis, il a autant d'importance c'est un travail fini. Les pièces qui sont dans le livre se situent entre 1962 et 1969, c'est-à-dire entre 14 ans et 20 ans à peu près, en gros, et consacrées uniquement au dessin. Donc c'est une petite sélection des dessins à la plume et au stylo bille. Il n'y a pas de gouache, il n'y a pas de pastel, il n'y a pas de peinture à l'huile, il y en avait bien sûr. C'est une production assez conséquente pour l'époque, mais là c'est une petite sélection des premiers dessins. Donc le dessin, la technique en fait, la technique, le médium utilisé a sa propre logique et amène à faire des choses de manière plus spécifique dans un sens plutôt que dans l'autre. Quand on peint, on voit les choses différemment. Presque tous les paysages, sont imaginaires. Donc c'est déjà une manière de dire que ce qui est passé par le cerveau était aussi important que ce que je voyais quand j'avais cet âge-là. Donc ça reste encore valable. Mais je disais, au-delà de la motivation de dessiner, de dire je vais faire ça, technique ou whatever, il y a, très jeune, il y a eu un besoin inexpliqué, inexplicable d'ailleurs, de vouloir faire du dessin, faire de la peinture. Sans savoir à quoi ça menait, pourquoi il fallait le faire, c'est des questions que je ne me posais pas. Quand j'avais 8, 9, 10 ans, je dessinais, il n'y avait pas d'objectif. C'était purement le besoin de dessiner.
C'est vrai que conserver est une chose extrêmement difficile. Parce qu'au fil des ans, on change de maison, il y a les intempéries, il y a les petites bêtes, il y a l'humidité. Donc il faut toujours avoir un œil sur ce qui est conservé pour essayer de faire que ça se conserve encore. Mais c'est vrai que là, il y a des pièces qui ont 50 ans. En fait, tout ce que je fais, je suis assez méthodique, et rigoureux. Je le retrouve facilement. Donc c'était juste une question de sortir les pièces et de les choisir. Autant de testaments, des premières expressions picturales de l'artiste mises en pleine lumière 50 ans après. Y a-t-il un fil qui relie ces deux points dans le temps? Interrogation. Le début et ce qui se fait aujourd'hui et jusqu'à la fin, c'est la même personne. Donc bien la même préoccupation, mais il y a peut-être une manière différente d'approcher par la réflexion, par la technique, les méthodes, etc. Avec l'expérience, je considère que c'est le moyen le plus facile pour que le public accède à ce travail. Même si c'est une vidéo, par exemple, il y a très peu de personnes qui vont se dire « ouais, je vais aller revoir la vidéo que j'ai vue il y a 20 ans ou 10 ans ». Tandis que le livre, il est là. Je suis convaincu que le livre est un moyen de diffusion accessible, juste et facile. Comme toutes les publications, je veux dire, quelqu'un achète le livre, donc il a les dessins chez lui. Pas les originaux, bien sûr, mais il peut les revoir n'importe quand. Je pense que tout travail d'artiste et de recherche relève de la pensée, comme la bonne musique, comme l'écriture, et que les artistes doivent faire avancer la pensée. En faisant avancer la pensée, on fait avancer l'humanité. De novembre à décembre 2020, c'est la galerie Imaya Phoenix qui accueillait cette fois Ismet Ganti pour une autre rétrospective sur les estampes et aussi une installation conceptuelle en phase avec ses œuvres des dernières années. Cette exposition intitulée Emotional Sequence Project et Estampes était pour nous une occasion de revenir sur les moments graphiques de son parcours. Comme toujours, une conversation avec Ismet Ganti était une véritable leçon d'histoire. J'ai touché à toutes les techniques de l'art pictural. Je n'ai pas une grosse production d'estampes, puisque les 13 ou 14, 15 qui sont là, ça fait quand même, c'est toute mon histoire, du début des années 70 à aujourd'hui. Constant, mais pas prolifique. Ce panorama, sans être chronologique, donnait un aperçu de l'évolution picturale de l'artiste. Alors, l'estampe a quelques avantages, notamment le fait du tirage en série, ce qui fait qu'à la vente, c'est moins cher qu'un tableau qui est pièce unique. Ça, c'est une chose. Mais du fait de la technique de l'impression, la texture est différente. Donc pour l'artiste, c'est déjà un plaisir autre du travail, mais pour celui qui regarde, c'est une expérience sensorielle différente. Les sujets les plus simples relèvent des sujets les plus anciens, d'une part.
les paysages, les personnages, les ségatiers, tout ça. Mais de toutes les manières, j'aborde le sujet pas de manière traditionnelle. Donc dans le ségatier, vous allez voir qu'il y a une expression plastique, bien sûr, qui n'est pas traditionnelle à la manière de dessiner un couple de ségatiers en train de danser. Dans le paysage de la montagne Rempart, il y a une voiture sur la plage. Je crois que ce n'est pas très courant non plus avec un panneau no entry. Et pour le Maune, j'ai inversé l'image en fait. C'est-à-dire on ne peut pas voir le Maune de cet angle-là. Donc c'est toujours une manière d'aller un peu plus loin dans le côté graphique et plastique. Mais c'est vrai que c'est une exploration plastique, graphique. Certains trouvent en Ismet Ganti un pop artiste mauricien. Ses estampes initiales ne manquent pas de rappeler l'américain Andy Warhol, certes, à l'instar de Ciné 1 et Ciné 2, qui pourraient bien faire écho à la fameuse série des Marilyn. Pourtant, Ismet Ganti se garde bien de faire de l'art référentiel. Tout est outil à la recherche et à l'évolution artistique. Donc Ciné 2, je suis là. Ce sont des pièces des années 70, donc dans ma période, entre guillemets, pop art. Donc forcément, ça touche au symbole de la société de consommation, cinéma, consommation, etc. Donc c'est un peu ça l'explication, s'il en fallait. Mais encore une fois, ça n'était pas que cette chose-là uniquement. Il fallait que ça aille plus loin. Donc déjà, ça allait plus loin. Et puis, je suis passé après à l'art conceptuel. Si des éléments figuratifs sont très présents dans l'œuvre d'Ismet Ganti, il n'en demeure pas moins que son évolution s'est poursuivie dans une logique progressivement conceptuelle. Un bel exemple ici étant l'installation Emotion Sequence Project qui s'inscrit dans un continuum de recherche autour de thématiques et de questions très élaborées. Et la machine, j'ai commencé la construction en 2009. Je l'ai terminée il y a à peu près un peu moins d'un an. Donc ça a été vraiment graduel et très voulu. Ça fait partie de toute cette période qui dure jusqu'à aujourd'hui, où il y a une réflexion sur une problématique, d'une part, ou sur un questionnement. Et puis j'essaie de transposer cette investigation sous une forme physique. Donc l'installation en question, c'est une machine empirique. Quand on se met dans la chaise, la machine est supposée réguler l'émotion de la personne assise. Réguler, ça veut dire remettre en harmonie ses émotions pour qu'à la fin, ce soit un être meilleur. Bon, c'est utopique, bien sûr, mais c'est une manière de dire que l'émotion humaine, chez l'individu, demande à être revue individuellement, chacun, se remettre en question, se poser les bonnes questions et avoir les bons comportements. L'imagerie de l'œil est omniprésente dans cette série, mais pas dans le sens habituel. Derrière cette représentation est toute une réflexion sur les mécanismes qui s'harmonisent dans l'action de voir. Une véritable machinerie selon l'artiste, avec des lois physiques, des instruments et l'interaction des forces et des éléments de l'univers. Ça, c'est ma théorie et ma conception de la chose. L'œil humain a une fréquence, mais qui change beaucoup. Le changement de fréquence est dû à ce qui se passe en regardant ou en étant vu et en relation avec les émotions, colère, jalousie, contentement, etc. Et c'est ça qui change dans le regard de l'autre, parce que la fréquence a changé. Donc la relation avec l'installation, qui est une machine à rendre meilleure, pour dire que l'œil humain n'est pas tout simplement regarder ou voir. Ça transmet autrement. Il y a un voyage dans le temps entre le regarder et la chose regardée. Le rôle de l'artiste n'est pas de reproduire, aujourd'hui en tout cas, n'est pas de reproduire ce qu'on voit, mais de transmettre une pensée, donc une réflexion. Donc c'est un peu dans ce cadre-là. Et moi j'ai un penchant pour
le scientifique entre guillemets, parce que je ne sais pas précisément. Je pense que tout ça est lié. Donc je garde cette trace de scientifisme dans mon travail. Je remonte à 30 ans en arrière. L'œuvre intitulée Ontogenèse, pas à partir d'un principe biologique, mais qui est exprimé avec autre chose. C'est l'idée de la conception jusqu'à la maturité. Et cette œuvre a duré 23 ans de construction, pour finir dans l'incinération. C'est toujours important de montrer ce qu'on fait, parce qu'il y a la notion de partage dans l'écriture, dans la musique, dans le théâtre, dans l'art pictural. Si c'est fait pour être ramassé, ça n'a pas de sens. Dernière balise de cette émission, Heaps and Stacks. Exposition éphémère qui se tenait du 26 au 30 avril 2023 et traduisait les tendances plus radicales de l'artiste. Il avait choisi pour cela un lieu de mémoire, un véritable monument national, le Old Labourers Quarters à Trianon, endroit historique allant de pair avec son propos. Les pièces et installations se positionnaient alors comme des manifestes et des protestations contre le mercantilisme. Heaps and Stacks se voulait une prise de position contre l'accaparement de l'art, de la culture et des valeurs humaines par les logiques du marché. Comme souvent, les couches de lecture de cet acte artistique s'étendaient de la dimension historique à la dimension contemporaine. Je ne pas appeler une pièce exposée, une œuvre ou quoi que ce soit. Pas parce que ce n'est pas ça, mais c'est juste pour attirer l'attention qu'il y a autre chose. Autre chose, c'est quoi? Un manifeste. Chaque pièce exposée, il a un contenu très particulier qui appelle à des problématiques, qui appelle investigation, interrogation, et c'est une proposition. Et à la fin de la journée, chaque dimanche, réagir par rapport à sa propre sensibilité ou raisonnement à ce qui est proposé. Continuité, c'est quoi Trianon Labourers Barracks en fait? Laboureur, quand on arrive à un certain temps de travail, une grande expérience, mais dans un baraquement, vous êtes un peu plus confortable. Parce que le laboureur habite dans une hutte en paille avec la terre en bas. Donc, je suis supposé être mieux ici. Mais quand on gagne bien, ce n'est pas si mieux de rien. Parce que dans un petit espace, que je peux trouver là, en fait, c'est deux chambres. Dans une la chambre, il y a parfois ben siada, parfois ben laboureur un peu plus expérimenté, qui habite avec cette famille. C'est-à-dire 10 personnes dans un carré comme ça. Nous cause du lieu en fait, qui fait ici plutôt qu'ailleurs. Alors, il n'y a que le lieu. Il y a trois éléments. Il y a le lieu qui est un choix déterminé. Il y a le texte écrit qui est aussi un travail entier, plus ce qui est montré ici. Alors pourquoi le lieu? Parce que mon bureau est une place historique. Qui fait historique parce que quand on cause l'histoire, surtout dans Maurice, il y a beaucoup côté sombre qui est associé à l'histoire de Maurice. Donc c'est pour attirer l'attention sur l'histoire. Et l'histoire, ses conséquences, aussi, et comment le monde réagit par rapport à ça. Parce que ce que moi je fais, c'est du radical art. Et radical, comme tout le monde connaît, il veut dire la sauce, roots. C'est-à-dire que je suis capable, tout simplement, inviter du monde, venir être placé vide. Des autres, mon envie de prendre conscience que l'histoire du pays, c'est autre chose qu'un monument vide.
Comme on peut causer l'histoire, moi, ce qui intéresse moi, et me dit dans le texte écrit, c'est comment un être humain, d'antan, mais les raisons aujourd'hui, capable de servir du monde pour gagner cash, pour faire l'argent, pour faire profit. Bon, évidemment, il y a tout un discours autre qui est véhiculé pour autre chose. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, c'est le fait historique. Et c'est quand même mieux, plus lié à l'esclavage. C'est pas une choix comme ça, nous sommes vivants là. Moi, j'aime bien le historique parce que l'histoire dépasse le cadre de l'histoire, qui est une propriété des habitants du pays. Fin de notre parcours autour de quelques repères du travail de cet artiste disparu. Nous n'avons pourtant qu'effleuré la surface de cette carrière riche et ininterrompue qu'Ismet Ganti aura terminé avec panache en février 2025 avec son dernier solo, Tanger. Avec la disparition de ce plasticien se referme un chapitre de notre histoire artistique et culturelle. Restent ses idées et convictions, ses œuvres et 2 livres qui racontent sa maîtrise du crayon et sa maîtrise des mots.